à une session qui était organisée autour des questions d'économie d'énergie, sujet d'importance à l'heure actuelle évidemment pour les TPE-PME. On a souhaité axer ce deuxième webinaire autour de la décarbonation, un terme en tout cas qui est largement diffusé un peu partout dans les médias auprès des acteurs économiques. Il me semblait important de voir dans quelle mesure l'entreprise et notamment la TPE et la PME peuvent se saisir de cette question et la mettre en œuvre dans ses actions et dans sa stratégie. Et donc, dans le cadre de ce webinaire, l'idée est bien de vous donner les éléments clés pour pouvoir y accéder. Alors, tout d'abord, juste deux, trois points pour préciser de quel sujet on parle, et je vais laisser la parole à ma collègue Alexandra Perelman, qui va pouvoir vous donner quelques définitions autour de la décarbonation. Oui, merci Grégory. Bonjour à tous, Alexandra Perelman. Donc moi, je travaille au sein de la direction régionale d'Île-de-France de l'ADEME avec Grégory sur des sujets notamment liés à la décarbonation. Donc, je fais partie du pôle transition énergétique. Et pour bien commencer ce webinaire, donc la décarbonation, c'est quoi? La décarbonation, ça peut être des mesures, ça peut être des techniques qui ont pour but de réduire en fait nos consommations d'énergie fossile et donc l'émission de dioxyde de carbone. Donc, c'est toutes les mesures qui visent la baisse des émissions de CO2. Ça peut concerner donc les entreprises, mais ça peut aussi concerner un pays plus globalement ou une économie. Et en France, donc il y a la stratégie nationale bas carbone dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est vraiment notre feuille de route pour lutter contre le changement climatique, qui a pour but qui prévoit d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Et par exemple, donc si on prend l'exemple du secteur industriel, la SNBC, elle fixe une diminution des émissions de 35 d'ici 2030 et de 80 d'ici 2050 par rapport à 2015. Et donc la décarbonation, concrètement, comment on peut faire pour l'atteindre? Quels sont ses leviers? C'est important de commencer par ce qui est lié à la sobriété et l'efficacité énergétique. Donc ça peut être des mesures, qui visent la réduction de consommation énergétique, et en fait, c'est mieux utiliser aussi l'énergie qu'on consomme. Donc ça peut être mis en place par, de l'isolation, par exemple, par remplacer des installations énergivores par des technologies qui sont plus performantes ou, mutualiser des besoins énergétiques sur des sites. Un deuxième levier, ça peut être aussi l'efficacité matière et le recyclage. Donc ça va être dans des processus, par exemple, intégrer plus de matières recyclées, utiliser moins de matériaux. Et ça peut être aussi donc, substituer des énergies carbonées, en intégrant par exemple des énergies renouvelables ou de récupération. Donc ça peut être, des énergies renouvelables électriques ou tout ce qui est par exemple récupération de chaleur fatale en industrie. Ça peut être aussi substituer tout ce qui est combustible fossile par des combustibles décarbonés ou bas carbone, donc par exemple de l'hydrogène ou des biogaz. Et ça peut aussi, un autre levier, ça peut également être donc l'électrification, de la chaleur et des procédés. Merci Alexandra sur ces quelques exemples de décarbonation. Le choix que l'on fait dans les webinaires, c'est d'entrer très vite finalement dans la mise en œuvre auprès d'une entreprise pour avoir un retour témoin. Et à ce titre, on a sollicité le slip français, une entreprise bien connue pour de nombreuses actions en matière de transition. Et je vais donc laisser la parole à Solène Naeil, qui va pouvoir nous faire part de ses actions sur le sujet. Merci beaucoup. Bonjour à tous et effectivement, du coup, je suis là plutôt pour vous faire un retour d'expérience que nous, on s'est lancé, assez récemment. Moi, je suis Solène Naï, je suis chef de projet RSE chez le STIP français depuis un peu plus de 2 ans et donc ça fait aussi partie de mes missions. Le STIP français, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça fait 10 ans, 11 ans même maintenant qu'on existe. C'est une entreprise qui fait du made in France à partir du moment où le fil est sur le territoire. Toutes les étapes de transformation textile sont faites, en France. On fait du sous-vêtement, mais plus que maintenant, on fait aussi, beaucoup d'autres catégories de produits et on reste avec nos mêmes valeurs qui sont de fabriquer localement, avec bon sens et en valorisant les savoir-faire français. Donc voilà pour un peu de contexte sur nous et comment on s'est lancé dans cette démarche. Nous, en fait, l'ISTO, quel est le point de départ? C'est qu'on se challenge avec la certification B Corp, qui est
une certification internationale assez exigeante sur l'environnement, comment on bosse avec ses fournisseurs, avec ses clients en interne. Et on se rend compte que sur l'environnement, on n'a pas pris ce sujet-là, on avait pris plutôt le côté social. Et l'environnement, on s'est peu posé de questions, on a peu de mesures et autres pour pouvoir savoir comment avancer. Et donc, sous l'impulsion de la direction, on signe le Climate Act, qui était une tribune qui a été signée par plus de 300 entreprises et startups qui n'ont pas d'obligation de réalisation de bilan carbone ou autre. C'était vraiment à notre initiative pour s'engager à d'abord mesurer nos émissions carbone, donc nos émissions, mais aussi nos émissions indirectes par notre chaîne de production, parce que dans le textile, énormément est lié à la chaîne de production. Ensuite, partager nos résultats avec nos clients, avec d'autres entreprises, publiquement, et agir pour essayer de contribuer à réduire nos émissions et agir pour la transition. À ce moment-là, on se dit, OK, très bien, il faut faire un bilan carbone, on n'a pas les compétences en interne. Comment on va pouvoir activer, se faire accompagner, etc. On trouve une aide de l'ADEME qui s'appelle Tremplin pour la transition écologique des PME. On arrive à en bénéficier et là, on se lance avec un cabinet qui s'appelle Utopie, qui nous a accompagnés, qui a justement eu l'expertise pour nous accompagner dans un bilan carbone d'abord, qui est un peu le point zéro, la mesure, puis une stratégie acte pas à pas, qui est une méthodologie pour écrire sa stratégie climat et comment on va se fixer des objectifs bas carbone et de réduction. L'objectif vraiment de Acte pas à pas, c'est vraiment d'accompagner et de prendre par la main des entreprises comme le Slip français ou comme la vôtre à la planification d'une stratégie climat. Et ça cible vraiment des entreprises pas forcément hyper matures sur le sujet. Honnêtement, nous, on n'avait pas forcément de compétences en interne, mais on est accompagné par un cabinet avec une expertise. Il y a aussi une formation pour le leader du projet. Et ensuite, ça se passe en à peu près, nous, ça fait à peu près 1 an qu'on le travaille. Et donc, on a d'abord commencé par le bilan carbone, qui lui nous a permis de savoir un peu où on en est, quel était le point zéro. Et on s'est rendu compte qu'en fait, avec le Made in France, et aujourd'hui, ça vous paraîtrait peut-être logique avec ce qu'on entend à le mix énergétique français, effectivement, en fait, produire en France, ça nous permet de réduire jusqu'à 50% de moins de carbone qu'un produit grand import. Donc déjà, on se dit qu'en fait, de par nos engagements, on a déjà beaucoup avancé. Mais l'idée, c'est de continuer à réduire et à s'engager sur une stratégie climat. Et donc, c'est vraiment là que mettre en place une stratégie climat, ça nous a beaucoup aidé. Concrètement, ça a été des ateliers autour de nos enjeux, de nos défis, des opportunités, des risques pour écrire ces stratégies à long terme. Et voilà, donc ça nous a permis de déterminer quelle était la vision de l'entreprise, écrire cette stratégie, un plan d'action qui en découle. Aujourd'hui, nous, on a écrit cette vision. Ça fait 1 an à peu près. On a fait 5 ateliers sur l'année 2022. L'idée, c'est de la décliner en plan d'action et après de la faire vivre dans les équipes. Donc ça, aujourd'hui, c'est notre challenge. Et on s'est rendu compte au fil des ateliers, c'est vraiment des ateliers qu'on a fait avec le comité de direction, du coup. Mais on aurait pu aussi prendre d'autres salariés de l'entreprise qui sont intéressés. Et ça nous a challengé, ça nous a demandé quelles allaient être les actions qu'on allait mener. Et une des actions qu'on souhaite mener, en fait, on l'a déjà activée assez rapidement. C'est notre action des ateliers. On a ouvert récemment une nouvelle branche commerciale qui s'appelle les ateliers du slip. Et avec cette branche, en fait, on accompagne d'autres acteurs de la filière textile, marques, grande distribution, luxe, à relocaliser une partie de leur production et donc leur permettre d'éviter aussi des émissions carbone en relocalisant leur production. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà lancé, ça fait partie de notre stratégie climat, d'embarquer avec nous, de disséminer autour de nous, d'en parler et aux autres acteurs de la filière et à nos clients. Et donc ça, c'est aujourd'hui, on est en cours de financement pour cette nouvelle activité commerciale avec une campagne LITA, donc une campagne participative de financement qui est encore ouverte là jusqu'à la fin. Donc on n'a pas vraiment attendu pour mettre en place des actions. Ça s'est fait aussi au fil de l'eau et ça fait du bien parce que ça nous rassure aussi de dire qu'on arrive à avancer assez rapidement finalement et assez naturellement. Et ensuite, forcément, on a beaucoup soulevé de questions sur tout ce qui était les risques liés à la filière. Nous, on dépend beaucoup des matières premières et nos émissions carbone sont très condensées sur les matières premières qu'on utilise, logiquement le coton. Et donc, ça nous a amené aussi à pousser des réflexions sur
sur nos matières premières, quelles seront nos matières premières de demain. Et ça, c'est des chantiers qui prennent du temps. Donc, ça a permis déjà d'impulser ce chantier et de se dire, aujourd'hui, c'est un gros risque pour nous en tant qu'acteurs textiles de dépendre autant du coton. Et en plus, c'est un cercle vicieux parce que si on n'agit pas à ce niveau-là, on voit ce qui se passe en Inde avec des conséquences climatiques graves, et ce qui fait que de toute façon, il faut qu'on agisse aujourd'hui à ce niveau-là. Donc voilà, en tout cas, 2 exemples d'action. Et pour conclure, si je devrais vous dire quelles étaient les difficultés et pourquoi en fait on s'est lancé ou pourquoi on ne se serait pas lancé, je pense qu'au début, on a vraiment eu peur, nous, du temps que ça allait nous demander et de l'expertise de nos équipes. Et on s'est vite rendu compte qu'effectivement, on avait une agilité dans nos équipes, mais aussi avec le cabinet qui nous a accompagnés pour trouver le bon format d'atelier, la bonne durée qui va se mettre au bon moment et ne pas non plus trop se presser. Et comme ça, on a réussi vraiment à très vite oublier ces deux contraintes ou difficultés où on s'était dit ça nous freine à nous lancer. Et après, honnêtement, post-atelier, on en a fait 5, du coup, comme je vous ai dit. À chaque fois, toutes les équipes en ressortent grandies, avec plein d'idées et l'envie de continuer et d'en faire un prochain. Donc honnêtement, c'est hyper intéressant comme accompagnement et de mise en place de stratégie climat. Donc aujourd'hui, moi, je pense que ce qui a marché au slip français, c'était qu'effectivement, il y a eu une implication de la direction. On a eu des équipes agiles et un accompagnement aussi avec beaucoup d'agilité et l'aide de l'ADEME qui nous a permis de faire le pas. Et d'aujourd'hui, on est vraiment à la dernière étape de cette stratégie climat, puisqu'aujourd'hui, on dissémine le plan d'action dans nos équipes en interne en se fixant des jalons. Donc voilà, comme ça, c'est comme ça qu'on avance. Et on est ravis en tout cas d'avoir pu nous aussi prendre ce sujet à cœur. Parce que la question, je pense que toute entreprise a aussi intérêt à prendre le sujet, voire plus le choix. C'est-à-dire que si on ne prend pas le sujet, on en paiera les conséquences. Donc on se dit aussi que chacun à son niveau, en tant que nous, à notre niveau perso ou entreprise, on doit prendre ce sujet et s'engager pour s'aligner sur les objectifs de réduction. Donc aujourd'hui, on y travaille et ça prendra du temps et on continuera. Mais voilà, en tout cas, on est ravis et on a appris plein de choses. Donc même pour les équipes, ça a été passionnant. Merci beaucoup, Solène. Merci. Moi, j'ai juste une petite question. Combien de temps, au final, ça vous a pris, en tout cas, déjà pour les premiers résultats et puis pour une stratégie complète? Alors du coup, pour les premiers résultats, donc c'est bien. Enfin, si on parle bien du bilan carbone, nous, on a du coup mis 4 mois de collecte de données pour qu'après on puisse avoir des résultats qui ont été calculés par le cabinet qui nous a accompagnés. Et ensuite, pour la stratégie climat, on a mis 1 an, puisqu'on a eu les résultats en janvier 2022. Et là, on est en janvier 2023 et on est à peu près à la fin. En gros, il n'y a plus qu'à nous de jouer et de faire la différence. On a fini l'accompagnement. Et maintenant, c'est à nous de disséminer en interne et de bien activer et contrôler qu'on respecte bien nos objectifs et qu'on met bien les bonnes actions au bon moment, ou en tout cas, si jamais on rencontrait des difficultés, comment on repositionne une action ou on la transforme pour s'aligner à nos objectifs. Et justement, quels sont à ton sens, c'est quoi les plus grosses difficultés de mise en œuvre, ou quels sont peut-être les sujets sur lesquels vous avez eu le plus de mal à avancer? Je pense qu'au début, ça a été la mobilisation peut-être des équipes, parce que c'est un peu un sujet qui paraît un peu énorme et donc on ne sait pas comment le prendre et comment on va se l'approprier. Et je pense que finalement, l'agilité du cabinet qui nous a accompagnés et l'agilité même de nos équipes, ça a fait qu'on a réussi à trouver le bon format pour appréhender étape par étape. Et c'est ce qui est vraiment très bien fait avec Acte Pas à Pas, c'est que c'est progressif. Donc en fait, ça ne fait pas peur d'un coup. C'est qu'il y a vraiment 4-5 grandes étapes qui vont faire que ça va être assez naturel d'avancer. Et honnêtement, nous, on ne pensait pas avancer aussi vite en 1 an, alors que c'est entre guillemets que 5 ateliers. Mais en fait, c'est tellement de réflexion et c'est tellement bien accompagné sur la situation actuelle, le point de départ, comment on se confronte aux enjeux, aux défis, aux opportunités et à tout ça, aux risques aussi. Et ensuite, quelle est la vision de l'entreprise, qu'est-ce qu'il y a dans les valeurs, qu'est-ce qu'on a envie de, quelle est la vision en gros de l'entreprise à 2030, et après du coup quelles actions pour y arriver. Tout ça, ça s'est fait tellement progressivement qu'au final
je pense qu'il n'y a pas eu de grosses difficultés. Et comme je l'ai dit, je pense que ce qui a aussi beaucoup joué, c'est que ça a été aussi beaucoup porté par la direction. Donc forcément, c'est un déclic supplémentaire. Mais aussi, quand on voit une stratégie comme Act, je pense que chacun peut aussi aller convaincre sa direction si elle n'est pas encore convaincue. Je pense que vu le contexte, c'est de moins en moins compliqué de convaincre pour embarquer sur ces sujets-là qui sont hyper importants. Alors, moi, j'aurais d'autres questions à te poser, mais je vois qu'il y a Cyril Oui. qui Il y a une veut... question de merci. M. Couser. Merci. Effectivement, je comprends bien la logique du slip français qui, effectivement, je dirais naturellement, avait démarré le chemin sans le savoir, et c'est très bien. Mais ma question, c'est au niveau de l'arbitrage coût-bénéfice. Comment est-ce que la DG, dans la pratique, dans la vie réelle d'une entreprise privée, qui a un budget qui est limité forcément, comment est-ce que la DG arbitre entre le coût financier de certaines décisions qui vont favoriser la décarbonation par rapport à d'autres? Il y a un budget illimité, comment ça... certes, il faut aller dans cette direction, mais après, il y a le monde réel qui dit que les clients, ils ne sont pas prêts à accepter de payer 4 fois plus cher le produit, même s'il est zéro carbone. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est clair. Non, mais effectivement, c'est des sujets d'arbitrage aussi qui sont compliqués parce qu'effectivement, on reste une entreprise. Nous, on ne cherche pas une croissance énorme, mais on veut quand même se maintenir, prouver qu'on a un business model qui est viable. Et donc, effectivement, c'est déjà beaucoup. Le Made in France, comme vous l'avez dit, on s'est un peu engagé sans le savoir à ce niveau-là. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas forcément, c'est pas forcément des coûts tout le temps supplémentaires. Il y a aussi beaucoup dans la contrainte, on trouve aussi beaucoup d'innovation. Par exemple, là, on a sorti un boxeur avec du chanvre français. Et donc, on a éliminé la part de coton. Et du coup, ce produit a encore moins d'impact carbone qu'un boxeur en moyenne chez nous. Et en fait, on n'a pas eu de sujet de prix à ce niveau-là. Ça n'a pas été plus cher à produire. Ça a été comment on a innové aussi et pensé différemment pour réussir à trouver des innovations. Parfois, si, il y a des sujets de coût. Et dans ce cas, il y a des arbitrages. C'est aussi à confronter dans la priorisation des actions avec la réalité économique de l'entreprise. Et ça, c'est un travail qu'on est en train de faire sur d'autres actions. Mais typiquement, en tout cas, la recherche sur les matières premières aujourd'hui, en fait, c'est tellement fluctuant et on a pris plus 150% sur le prix des matières premières, nous, dans le textile, et je pense dans d'autres filières, ça doit être à peu près la même chose. Ça amène aussi à se repenser, et d'un coup, il y a aussi... en fait, ce n'est pas forcément qu'une question économique. Parfois, on pense que ça va être économique, et en fait, finalement, on arrive à s'en sortir au même prix tout en réduisant notre impact. Donc, c'est ce qu'on cherche à faire dans un premier temps. Et bien sûr, après, allouer des budgets pour des actions spécifiques et en mesurant ce que ça nous permettra de diminuer. Aujourd'hui, on ne se pose pas encore, nous, les questions de compensation, etc. Mais c'est des questions qui vont arriver dans la suite. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais n'hésitez pas à lever la main Et sinon, on fera ou un à tour de l'écrire. questions de toute façon en fin de webinaire, évidemment. Également. Pardon. Moi, j'avais une autre question, si c'est possible, Grégory, ou Oui, si vas-y. c'est toi qui me dis. Non, c'est quelles actions concrètes, des petites actions, tu conseilles qui sont même décorrélées de votre business model, mais tu conseilles à toute entreprise de prendre. Est-ce qu'il y a des petites choses qui te semblent inévitables et qui ne sont pas si compliquées que ça à mettre en place? Ouais, bah, je pense, et c'est par là que j'ai commencé avant même de faire le bilan carbone. Moi, chez le Slip français, en fait, j'ai animé la fresque du climat en interne. Et honnêtement, déjà, mettre tout le monde à niveau sur ces enjeux-là. Et alors qu'effectivement, la fresque du climat, c'est dans les grandes lignes, mais déjà que chacun comprenne le mécanisme de tout ça, je pense que c'était important. Donc, je pense que vraiment, dans les petites actions, je conseillerais d'abord la sensibilisation en interne des équipes pour mettre tout le monde un peu à niveau. Et après, je pense que maintenant, il y a d'autres ateliers aussi, et surtout prendre le temps à la fin de cet atelier qui est quand même peut paraître un peu plombant et catastrophique, de bien prendre le temps à la fin de se dire, en fait, on peut faire la différence, et déjà chacun à son niveau. Et après, si l'entreprise, en plus, prend des actions, et je pense que moi, une entreprise se doit de le faire, être aussi beaucoup plus impliquée et participer à ces actions-là en interne, même si c'est pas forcément son corps de métier ou autre. Donc, je pense que je dirais la sensibilisation en interne qui prend pas beaucoup de temps, pas d'argent, et qui, je pense, peut mettre en tout cas tout le monde dans la même direction. Les 130 salariés. Alors, chez nous, pour la question sur la fresque, on l'a fait aujourd'hui à une majorité des personnes du siège. Il faut qu'on trouve aussi comment on peut l'étendre aux boutiques. Et au début, c'est sur le bénévolat. Et là, on est en train de rouvrir des sessions
Enfin, en fait, c'était open. Ceux qui voulaient participer. Il n'y avait pas d'obligation. Il y en a encore qui sont pas, qui n'ont jamais fait la fresque. Mais l'idée, c'est qu'on arrive à embarquer tout le monde là-dedans. Oui, si je confirme que sur ces sujets-là, il y a une importance majeure d'avoir vraiment une dynamique interne et une participation, une bonne compréhension et une participation de l'ensemble des salariés. C'est pour la mise en œuvre aussi des actions dans l'entreprise, ce sera beaucoup mieux compris et tout le monde ira dans le même sens. Est-ce qu'il y aurait une autre question et sinon je propose de prendre la suite. Alors, je vais juste prendre la suite sur, alors ce que j'avais le complément, c'est tout à fait, léger, c'est juste pour, redonner une autre perspective, mais finalement, ça a été évoqué par Solène. J'ai pris deux schémas, on pourrait aller un petit peu plus loin. Le premier, c'est sur les émissions de CO2, et le développement économique. Depuis la révolution industrielle, et on voit les évolutions majeures avec des émissions à la hausse et à la baisse dans certains cas, notamment dans les périodes de contraction économique, crise de 29, choc pétrolier, etc. On l'a vu, j'ai pas pu récupérer le bon document, mais en 2008 par exemple également, et tout le monde l'a constaté également par exemple sur la crise Covid. Donc on a des émissions comme ça qui sont à la hausse et à la baisse, et dès qu'on est en phase de croissance économique ou considérée comme telle, on est sur ces émissions à la hausse. Donc il y a un enjeu de décorrélation, et je voulais aussi le rapprocher de ce document qui est la consommation de matière, et on a une très forte corrélation entre les deux. Et donc quand on parle de décarbonation, et je crois que ça a été dit quand même par Solène, je voulais aussi rappeler, c'est ma petite casquette économie circulaire, que le carbone, il est dans les consommations énergétiques, et on voit ici dans ce graphique, enfin dans ce document, que la partie combustible fossile, par exemple, est bien présente, c'est une matière. Mais c'est aussi le carbone qu'il y a dans la production des matériaux dont on a besoin pour fonctionner. Ce qui milite à une vraie réflexion autour de la consommation de matière dans les entreprises, du choix des matériaux, et de l'optimisation de cette utilisation et du recyclage. Donc il y a vraiment un enjeu aussi dans la décarbonation par rapport à des sujets qui ne sont pas strictement énergétiques, je dirais. Et de la même manière, ça c'est plus classique, des questions de mobilité, de transport ou autre, où là aussi on a des émissions qui peuvent être très importantes. Et je note le travail de relocalisation, par exemple, d'une partie de l'activité au niveau du slip français, et en est un bon exemple. Donc je voulais apporter ces deux éléments aussi qui me semblaient importants dans le regard que l'on a sur les questions de décarbonation, qui à l'heure actuelle sont aussi fortement, et à juste titre, portées autour de la décarbonation industrielle ou des entreprises sur des sujets énergétiques, par exemple. Pour la suite, sachez quand même qu'il y a un certain nombre de dispositifs et d'aides. Solène l'a rappelé, l'ADEME a pu apporter un soutien à ce projet, mais il y a un certain nombre de dispositifs qui existent, et je propose qu'on les aborde de manière, si ce n'est détaillée, en tout cas avoir ce panorama, et en commençant par les dispositifs proposés par la région, avec les aides franciliennes. Et je passe la parole donc aux collègues de la région. Je dis collègues parce qu'on travaille main dans la main. Juste avant de laisser la parole à mes collègues, juste vous dire que pour celles et ceux qui n'auraient pas été présents pour le webinaire du mois de décembre, on a présenté des aides qui peuvent aussi être rattachées au thème qu'on traite aujourd'hui, tels que le chèque efficacité énergétique. Donc, on va vous mettre dans la conversation le lien vers cette session qui vous permettra de retrouver les infos relatives à ces aides présentées en décembre. Et je laisse la parole à Alice. Oui, bonjour, donc Alice Morlaix de la région Île-de-France. Donc la région Île-de-France, effectivement, est présente depuis 2016 en soutien au développement des énergies renouvelables électriques et chaleur renouvelable.
Donc, elle pilote la plateforme Mon Potentiel Solaire, qui est un cadastre solaire régional, public et gratuit, qui permet donc d'évaluer le potentiel d'installation de panneaux solaires en toiture et sur les parkings de plus de 1500 mètres carrés. Et donc, pour accompagner la réalisation de ces projets, 2 dispositifs régionaux permettent de financer une partie des installations photovoltaïques pour les entreprises. Donc, il y a l'appel à projet développement des énergies renouvelables électriques qui permet de financer jusqu'à 50% des investissements et plafonné à 2 millions d'euros. Donc, il faut avoir l'esprit que la subvention n'est pas cumulable avec un tarif de revente en obligation d'achat à EDF. Donc, on vise principalement les projets en autoconsommation totale ou avec vente de surplus à d'autres acheteurs d'énergie ou encore sur le modèle PPA, donc de vente directe d'un producteur à un consommateur. L'appel à projet est ouvert toute l'année. Puis également, donc, pour être aussi en résonance avec le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables sur la solarisation des parkings, on peut financer également les ombrières photovoltaïques de parking, donc structures et panneaux solaires, jusqu'à 50% des investissements plafonnés à 300 000 euros. Et selon les mêmes modalités que j'ai citées pour les panneaux solaires en toiture. Donc on n'a pas de seuil minimum et maximum de taille de projet. Donc il faut savoir que les montants octroyés sont calculés suivant les caractéristiques financières du projet et également selon la taille de l'entreprise. Donc voilà, si vous avez des questions, on a mis le contact de l'appel à projet. Et puis maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Benjamin pour savoir quelles sont les aides régionales concernant la mobilité. Oui, alors en effet, donc merci Alice. Donc en effet, pour mettre en place une stratégie bas carbone, c'est vrai qu'il y a un bon axe qui est sur la mobilité. Donc c'est pour ça que la région Île-de-France donc soutient les entreprises pour passer vers un parc du coup plus électrique. Donc en fait, donc sont éligibles donc toutes les petites entreprises, c'est-à-dire les entreprises, enfin toutes les petites entreprises franciliennes, donc ayant leur siège en Île-de-France, donc qui comptent jusqu'à 50 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 10 millions d'euros. Donc le but, c'est vraiment permettre aux entreprises d'avoir une subvention pour l'achat donc soit de 2 roues, 3 roues ou quadricycles à moteur électrique, donc ça peut aller jusqu'à 1 500 euros. Pour les voitures, camionnettes et véhicules spécialisés, donc de moins de 3,5 tonnes, donc électrique ou à hydrogène, ça peut aller jusqu'à 6 000 euros. Et pour les camions et tracteurs routiers, donc de plus de 3,5 tonnes, électriques à hydrogène ou au gaz naturel, donc là, ça peut aller jusqu'à 9 000 euros. Quand je dis ça peut aller jusqu'à, c'est parce qu'en fait, il y a un plafond de cumul d'aides publiques. Donc, c'est-à-dire que nos aides sont cumulables avec celles de l'État. Donc, elles ne sont pas forcément cumulables avec celles d'autres collectivités, mais donc elles sont cumulables avec celles de l'État et d'ailleurs de l'ADEME. Mais du coup, à hauteur de 50% du prix d'achat du véhicule. Et donc, c'est la subvention région qui s'ajuste. Mais du coup, voilà, si vous voulez acheter un véhicule notamment électrique, parce que c'est les principaux bénéficiaires, donc pour voiture, camionnette ou tout ce qui peut vous aider au quotidien dans la vie de votre entreprise, vous pouvez déposer vous trouvez déjà plus d'infos sur le site de la région qui est en bas de la diapositive. Et voilà, et vous pouvez déposer une aide si besoin. Merci à tous les deux. On va parcourir maintenant quelques-uns des dispositifs de l'ADEME concernant les sujets de la décarbonation. Je laisse la parole à Alexandra. Oui, merci. Donc, pour faire un focus sur les dispositifs ADEME, donc pour commencer, déjà, il y a notre plateforme Agir qui est la plateforme qui répertorie un peu tous nos dispositifs et sur lesquels vous pouvez faire des demandes d'aide. Donc là, vous trouverez le lien en ce qui concerne les entreprises. Donc, ça peut être un bon site à aller voir. Et en ce qui concerne plus particulièrement le secteur industriel, il y a le lien que vous pouvez voir en bas de la slide qui vous montre un peu la démarche de décarbonation qui peut être mise en place en industrie. Donc ça peut être deux ressources utiles plus globales, on va dire, pour les dispositifs ADEME.
Et si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, c'est vrai que en ce qui concerne la stratégie, de mettre en place une stratégie bas carbone en entreprise, comme le disait tout à l'heure Solène, c'est vrai que c'est important de commencer peut-être par une phase de diagnostic pour voir ce qui est à l'instant zéro, vos consommations, et pouvoir établir une stratégie la plus pertinente possible. Donc pour ça, il y a le dispositif ACT qui a été mentionné tout à l'heure. Donc là, c'est pour les entreprises qui ont déjà un bilan d'émissions de gaz à effet de serre réalisé et qui permettent de mettre en place vraiment une stratégie sur le long terme. Il y a aussi le DIAC Décarbonation qui est porté par l'ADEME et par la BPI pour les entreprises de moins de 500 salariés. Donc là, c'est une aide pour mettre en place un bilan carbone, mais aussi un accompagnement. Et ensuite, il y a également donc, tout ce qui est aide au diagnostic, études de faisabilité, donc portées par l'ADEME. Donc ça peut être des études de faisabilité, par exemple, pour voir si c'est pertinent de faire de la récupération de chaleur fatale, de la géothermie, du solaire thermique, donc pour tout ce qui est chaleur renouvelable, ou des audits énergétiques en entreprise. Donc il y a il y a beaucoup de sujets et de possibilités d'être disponibles sur ce point-là. Et ensuite vient un peu des diagnostics qui concernent pas que l'énergie. Il peut y avoir une aide de la BPI, donc c'est le Diag Ecoflux, qui permet de mieux connaître en fait vos consommations de matière, de déchets et en eau et en énergie. Donc qui concerne les sites de moins de 250 personnes. Et pour tout ce qui est énergie thermique et chaleur fatale, donc il y a le fonds chaleur, qui est un fonds géré par l'ADEME depuis 2009, qui se concentre vraiment sur tout ce qui est chaleur renouvelable et qui concerne des projets donc soit de réseaux de chaleur, de récupération de chaleur fatale, de géothermie, de solaire thermique ou de biomasse. Donc là, il peut y avoir des aides donc, pour des études, mais aussi pour les investissements qui sont possibles. Donc il y a également le lien vers qui répertorie un peu tous les différents types d'aides possibles. Et si on se concentre un peu sur le secteur industriel, il y a également pas mal de dispositifs qui existent. Donc il y a soit les dispositifs pour des industriels qui sont en demande de solutions de décarbonation. Donc ça peut être des aides pour des études ou des accompagnements ou pour vraiment déployer et mettre en place des solutions, donc sur des investissements. Aujourd'hui, il y a des appels à projets il y en a qui sont clos. Donc, comme vous pouvez le voir avec les appels à projets qui étaient lancés l'année dernière sur Industrie Zéro Fossile. Mais il y a d'autres appels à projets qui sont en projet, donc qui pourraient sortir sur l'année 2023. Et il y a également des aides pour les industriels là, qui offrent des solutions. Donc, ça peut être des aides sur de l'innovation, de la recherche ou sur l'industrialisation. Donc, c'est vrai que je ne suis pas rentrée aujourd'hui dans le détail des dispositifs, mais si vous avez des projets ou autres, je pense que je pourrais peut-être donner mon contact pour qu'on puisse mieux vous orienter vers un dispositif ou un autre. Merci Alexandra. C'est vrai que côté ADEME, comme Alexandra le disait, il y a la plateforme Agir qui est une bonne porte d'entrée avec la possibilité d'ailleurs de poser des questions en direct. Alors pour préciser, ce n'est pas un chat derrière automatique. Et donc c'est des questions qui nous arrivent ensuite directement aux ingénieurs concernés. Mais par rapport au projet, c'est toujours bien d'avoir un échange ou une orientation possible, ce qui nous permet également, vu que vous l'avez constaté, on travaille en collaboration là avec le conseil régional, mais avec d'autres acteurs, BPI et autres. Et donc, ça permet de bien orienter l'entreprise en fonction de son projet et des meilleurs dispositifs. Merci. Je vais passer la parole à Solar Impulse pour quelques exemples de solutions qui tournent autour de la décarbonation également. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vrai qu'on a pas mal parlé des aides qui sont à disposition aujourd'hui, et c'est l'objectif du webinaire, mais c'est vrai que c'est aussi important d'avoir une petite idée des technologies, des solutions qui existent, et du coup c'est ce qui nous permet d'intervenir aujourd'hui. Donc pour faire un petit récapitulatif, on l'avait déjà présenté au dernier webinaire en décembre, mais tout le monde n'était pas présent. Donc la Fondation Solar Impulse, c'est une fondation à but non lucratif qui est basée en Suisse
Et notre travail, c'est d'identifier des technologies à travers le monde, donc qui sont à la fois meilleures pour l'environnement et qui sont rentables. Donc on travaille sur 5 des 17 objectifs du développement durable, notamment donc, les énergies renouvelables qui ont été mentionnées aujourd'hui et tout ce qui va concerner la ville durable, donc le bâtiment et aussi la mobilité qui a aussi été évoquée aujourd'hui. Donc, on va vous présenter rapidement 3 solutions qui sont labellisées. Ce sont des solutions qui sont françaises. La première étant une solution qui est francilienne. L'objectif, c'est de donner un petit peu une idée du panel d'innovation qui existe. Donc là, c'est vraiment dans le domaine du transport. Et donc, on a fait ça de manière incrémentale. Donc, au niveau de la première solution, c'est Carriole. Donc, ça répond à la problématique, notamment au niveau de la congestion des villes et du dernier kilomètre, qui coûte très cher donc aux TPE-PME, vu que ça compte pour 28% des frais de livraison. Donc, Carriole, c'est une remorque électrique qui permet de tracter des charges jusqu'à 250 kg, qui a une autonomie de 70 km. Et donc qui permet de répondre à cette problématique de congestion au niveau des villes et de livraison. Donc par exemple, eux, ils travaillent avec des grands comptes comme par exemple Monoprix, La Poste, Leroy Merlin. Mais c'est aussi à destination, donc il y a différentes applications. Il y a donc évidemment la livraison du dernier kilomètre, mais aussi au niveau de tout ce qui concerne le bâtiment, donc le BTP. Pour donner un autre exemple et aller un petit peu à une échelle plus importante, on va avoir HIS de Logico. Donc ça, c'est vraiment plus pour les véhicules et on va utiliser ici la technologie de l'hydrogène. Donc en fait, là, on va essayer de répondre à 2 problématiques, c'est la consommation du carburant et tout ce qui va concerner la pollution. Puisque selon l'OMS, la pollution de l'air, elle coûte prématurément 9 millions de morts au niveau mondial. Donc ça, cette technologie-là, on va pouvoir avoir une réduction du carburant qui va aller jusqu'à 20% et une réduction des émissions nocives au niveau de la pollution jusqu'à 80%. Et en fait, c'est un module qui va s'installer sur le véhicule, donc par exemple un véhicule utilitaire, et qui va s'installer sur le moteur. Il va y avoir des injections d'hydrogène en pré-combustion et du coup ça va permettre d'améliorer la combustion du moteur et du carburant en l'occurrence. Et enfin, dernière solution qui est présentée aujourd'hui, c'est vraiment au niveau un petit peu plus, on va dire, national / international. C'est une solution de logistique, donc c'est une plateforme collaborative pour échanger des palettes. Parce qu'aujourd'hui, quand on échange des palettes, par exemple, on va être une TPE qui va être basée à Rungis. On va envoyer par exemple, les slips français, on va les envoyer à Strasbourg. Et ben en fait, les palettes, il faut qu'elles reviennent au propriétaire. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un transport de palettes dans un camion qui va être à vide. Donc là, l'idée, c'est d'agréger les différentes informations et d'optimiser le transport des palettes pour qu'en fait, une fois les palettes qui sont arrivées à Strasbourg, elles servent à distribuer des nouveaux produits pour aller par exemple de Strasbourg à Perpignan et pas de renvoyer le camion à vide à Rungis. Donc voilà pour les quelques exemples au niveau des solutions. Pour vous donner aussi des idées de comment utiliser les aides qui sont proposées par la région, par l'ADEME et puis aussi par les collectivités. Si vous voulez en savoir plus, il y a le Solutions Explorer qui est un moteur de recherche avec toutes les solutions qui sont labellisées par la Fondation. Il y en a 1450 au niveau mondial et environ 200 qui sont au niveau de la région Île-de-France. Et du coup, vous avez aussi le lien vers les solutions qui sont spécifiques, labellisées en région Île-de-France, étant donné qu'on a aussi un partenariat avec la région. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Myriam. Je Oui. te coupe juste Ouais, un instant, Grégory, pour c'est dire mon qu'on micro a, encore coupé. on Pardon, vas-y. a, j'en profite juste pour placer qu'avec Solar Impulse, effectivement, on a un partenariat et que dans le cadre de ce partenariat, on organise des rencontres avec des acheteurs et des offreurs de solutions. Donc, ces solutions-là dont vous avez un petit aperçu aujourd'hui et que c'est le 22 mars prochain sur une matinée. Donc, vous pouvez demander des rendez-vous avec tous ces porteurs de solutions pour voilà, voir si c'est adapté aussi pour vos problématiques. Donc tout ça, je vous ai mis le lien dans la conversation. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est
c'est un grand, voilà, c'est en présentiel et c'est un moment assez utile. Normalement, on a des très bons retours jusqu'à présent. Pardon, Grégory. Non, non, mais c'est très bien comme ça a pu me laisser le temps de remettre le micro, c'est toujours une petite gestion les micros. Vu qu'on est sur les solutions, aussi, j'en profite pour passer un message sur, une autre action que l'on mène, pour le coup avec le PEX, qui est un agrégateur des clean tech et des éco-entreprises, hein, le 9 février matin et qui fait écho à finalement, en partie ce matin, mais surtout le webinaire, qu'on avait organisé, en décembre, puisque le sujet c'est la sobriété, énergétique. Donc, n'hésitez pas à aller sur leur site internet pour, vous inscrire et voir. C'est une vitrine de solutions, proposées sur le sujet. Là aussi, ça permet en 1 heure, 1 heure et demie d'avoir, des idées sur ce qu'il existe, et ce qu'il est possible d'activer, comme solution et innovation en fonction de ses besoins. Du point de vue du timing sur cette, rencontre, on est bien puisqu'on, on avait prévu, une dizaine de minutes, encore pour répondre à des questions qu'auraient pu susciter notamment les aides ou de nouvelles questions auprès du SLIP français. Et puis, on se laisse 2 minutes pour clore et annoncer les prochains webinaires. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. Alors, il y en a eu quelques-unes dans le Je fil de ne les ai pas discussion. vues du coup. Que je vais te lire alors. Alors j'essaie de reprendre aussi le slip, Solène, on vous a posé la question de si vous avez bénéficié d'aide. Donc Solène a déjà un petit peu répondu, par écrit. Alors, vous allez recevoir la présentation. Alors, est-ce qu'il est possible de réclamer l'aide? Alors malheureusement, je sais pas je crois que c'était, monsieur Maillet ou TH Maillet. Je crois que c'était une aide sur l'électrique, enfin sur les panneaux électriques et les, photovoltaïques, c'est ça? Vous vouliez savoir si on pouvait la réclamer sur 2020-2021? OK. Je sais, enfin, ce serait Et pour la question pour c'était sur les panneaux solaires côté région. c'était Ah, c'était pour les véhicules propres peut-être, enfin les véhicules plus propres. OK. Alors en fait pour l'aide de la région, vous devez, donc vous achetez le véhicule et après vous avez 3 mois pour, déposer votre demande. Donc c'est-à-dire que, là, si vous avez acheté vos véhicules il y a quelques années, vous n'allez pas être éligible parce que le but du coup, c'est vraiment que enfin nous notre but, c'est que l'aide incite à l'achat et du coup vous avez 3 mois pour, déposer votre demande d'aide après l'achat, à la région. Merci Maj. Il y a Je Catherine, j'en tu profite, vois? pardon, Ouais. pour, réagir, juste de manière générale côté ADEME, une information importante, ne jamais engager de dépenses avant d'avoir à minima fait une demande officielle. Sinon, ce sera considéré comme non incitatif et juridiquement non recevable. Oui, Donc il faut de vraiment nous manière gén solliciter au préalable. C'est de valable, manière générale, également, ouais. À la région, c'est pareil, c'est vraiment véhicule propre ce dispositif qui est un peu Mmh. qui fait l'exception pour confirmer la règle. Alors oui, il y a Isabelle Dudois-Lafont qui, allez-y, on vous laisse la parole Isabelle. Merci à vous, très intéressant. En fait, ma question est la suivante, quand vous parlez d'aide, j'ai un peu mis la question, dans la conversation. Qu'entendez-vous par aide? Parce qu'on sait que les aides, c'est quelque chose qui est donné, remboursé, comment ça fonctionne? Côté ADEME, la quasi-totalité, quand je dis quasi-totalité, c'est 99,9 % des cas en région, c'est de la subvention. D'accord, c'est bien ce que je pensais. OK. Mais, ça veut dire, subvention avec un remboursement sur présentation de justificatifs techniques et financiers. D'accord, très bien. Donc, en fait, effectivement, c'est de l'aide, mais subventionnée.
exactement. C'est ça. Très bien, je vous remercie. Et pour les autres solutions qui sont proposées au niveau du département, région Île-de-France? Côté région Île-de-France, du coup, pour les dispositifs que j'ai présentés sur les panneaux solaires, on est également sur de la subvention d'investissement. Très bien, je vous remercie beaucoup. Il y a une question de Catherine Martin également dans le fil de discussion, qui était, je pense, pour l'ADEME. S'agit-il d'aide financière, de prestations? Les entreprises sont-elles libres de choisir leurs prestataires s'il s'agit d'aide financière? Je pense que c'est pour Alexandra. Alors, oui, Alexandra pourra compléter plus spécifiquement sur le sujet de décarbonation, mais les entreprises sont libres de choisir leurs prestataires. Nous, on va regarder le projet, le devis. À une exception quelque part, c'est quand le prestataire est lui-même offreur d'une solution et donc pourrait orienter, enfin quand on parle par exemple de diagnostic, pourrait orienter le diagnostic dans un sens plutôt qu'un autre. Voilà, s'il y a une forme de conflit d'intérêt. Après, non, il y a liberté de choisir la structure avec qui on travaille. Après, pour compléter la réponse de Grégory, il y a certains cas dans tout ce qui est chaleur renouvelable où on demande que le prestataire soit RGE, reconnu garant de l'environnement. C'est des cas très spécifiques, mais ça peut arriver aussi sur des appels à projets sur des sujets de décarbonation de l'industrie, qu'on demande ça aussi, mais c'est des cas particuliers et c'est précisé dans le cahier des charges à chaque fois. J'ai vu une question sur... Oui, excusez-moi, je vous interromps. Est-ce que je suis Catherine Martin, en fait, c'est dans la suite logique là, de ce que vous venez de dire. Si les entreprises ne sont pas très au fait des prestataires, enfin les plus compétents, etc., est-ce qu'il y a un endroit où elles peuvent trouver une liste ou un moyen d'être conseillées? Je ne sais pas si côté énergie, ça existe, Alexandra. Moi, je peux répondre de mon côté. La seule qu'on ait, c'est le site OPQBI. Mais sinon, on n'a pas vraiment de liste. Enfin, c'est vrai qu'en tant qu'ADEME, on ne peut pas vraiment conseiller des prestataires ou des bureaux d'études, vu qu'on doit rester dans une position neutre. Mais il y a juste le site OPQBI qui répertorie des bureaux d'études qui sont, par exemple, on peut voir si les bureaux d'études sont RGE, les qualifications qu'ils ont. Pour répondre côté, alors c'est plus de côté économie circulaire et déchets, évidemment, on a pleinement conscience que les TPE, PME n'ont pas forcément connaissance des acteurs avec qui ils peuvent travailler. Donc en général, on essaye de les orienter vers des acteurs relais qui peuvent avoir ces listes, par exemple, ou de donner beaucoup, en tout cas, ou plusieurs noms de consultants ou d'acteurs, en leur indiquant précisément qu'il faut qu'ils fassent une consultation pour bien comparer ce qu'on leur offre. Ici, j'ai vu une question sur pour la mise en place de normes ISO 26000, par exemple, ça on ne finance pas de ce genre de choses, à ma connaissance. Et si c'est efficace sur les résultats de la décarbonation, mon avis est que toute démarche environnementale ou de développement durable un peu sérieuse a un impact sur les questions de transition, notamment la décarbonation, les consommations d'énergie, la mobilité, le transport, les questions de gestion efficace des déchets ou de matières, etc. Il y avait aussi une question sur les capitaux propres. Est-ce qu'il y a des contraintes sur les capitaux propres? Je pense que c'est lié aux aides. Oui, c'est moi qui ai posé la question. C'est dans les appels à projets, dans l'innovation, il y a toujours une contrainte sur les capitaux propres. On ne peut pas nous prêter plus de 50%. Est-ce que c'est la même chose dans les appels à projets qui ont été évoqués? Alors, au niveau national, je pense, dans les appels à projets, effectivement, notamment sur l'innovation, il doit y avoir ce type de règles. Je ne les ai pas en tête. Nous, au niveau régional, sur, on va dire, le standard, c'est moins souvent le cas. Je ne sais pas trop sur le côté énergie.
de ce point de vue-là, Alexandra, si c'est un point de vigilance particulier selon les dispositifs. Alors, il y a des pourcentages d'aides différents selon les dispositifs et selon la taille de l'entreprise, parfois qui peuvent être mis dans les cahiers des charges, mais je ne saurais pas répondre très précisément sur les dispositifs innovation sur la décarbonation de l'industrie. C'est pas moi qui gère cet appel à projet-là. Ce qu'on peut faire, c'est prendre la question et faire un retour ultérieur pour préciser sur quel dispositif ça peut s'appliquer effectivement et sur quel autre ça ne s'applique pas. Oui, bonjour, c'est Alexis Lemété de la région. Je voulais savoir de combien a bénéficié le slip français sur l'aide tremplin. Et ensuite, je vois sur le site de l'ADEME que l'aide tremplin termine le 31 janvier 2023. Donc, je voulais savoir si est-ce que le dispositif va être prolongé? Pour répondre du coup sur le slip français, j'ai plus les montants en tête, mais il me semble que sur le bilan carbone, c'était une enveloppe qui pouvait aller jusqu'à 5 000 €. Et sur la mise en place de la stratégie climat, ça pouvait aller jusqu'à 80% du devis. Mais à confirmer, parce que c'est les chiffres que j'ai en tête et on a déposé ça fin 2021, donc je ne suis pas complètement sûre. Et concernant le dispositif tremplin, c'est un dispositif qui est en pleine évolution et modification d'informations en interne. Cette semaine encore, j'ai eu des informations avec la personne qui s'en occupe, qui ont changé en 2 jours. Ce qui est sûr, c'est qu'a priori, c'est un dispositif qui a vocation à ne pas être pérenne. Donc pour l'instant, les informations restent un petit peu incertaines. Elles vont se caler, je pense, très vite d'ici tout début février. C'est pour ça que la plateforme Agir, c'est vraiment la plateforme qu'il faut aller voir parce que c'est là où vous aurez les dispositifs qui sont actifs ou inactifs et leur contenu. Merci. Il y a encore une question, je crois. Une main levée. Bonjour. Oui, c'est ça, c'est moi, Nicolas Marichet de la région Île-de-France. Bonjour Grégory. Oui, bonjour. J'ai eu un porteur de projet qui souhaitait installer des panneaux photovoltaïques sur son usine et il voulait d'abord mener dans un premier temps une étude de faisabilité. J'ai bien vu que notamment via la plateforme Agir, il était marqué des aides aux études de faisabilité pour de l'autoconsommation électrique photovoltaïque. Est-ce que dans le cas présent, puisque le projet était vraiment de ne pas revendre l'électricité, mais de l'utiliser pour le réinjecter cette électricité dans la production, est-ce que cette étude de faisabilité correspond bien aux besoins du porteur de projet? Là, vu la manière dont tu me le dis, j'ai l'impression, peut-être qu'Alexandra pourra l'évoquer, mais tu ne travailles pas sur spécifiquement l'aspect photovoltaïque. Le mieux, c'est peut-être que tu nous adresses le porteur de projet et je te transmets le bon interlocuteur. Ok, parfait, c'est Voilà. noté. Ça me merci. De manière générale, évidemment, il y a toujours à regarder dans le détail, mais de manière générale, les études, c'est un sujet que l'ADEME est susceptible d'accompagner. Grégory, tu as encore des questions dans le fil? Dans le fil. Et on va en prendre quelques-unes. Et puis après, voilà, il est presque midi. C'est pas que j'ai faim, hein. Juste pour respecter l'horaire pour tout le monde. On gardera les questions et on y répondra ensuite aux besoins. Alors, il reste... Y a-t-il un site où on peut trouver une liste de bureaux d'études pour faire dans un premier temps un bilan carbone? Ça, c'est bon. Et oui, alors jugez-vous- pour le coup, sur le bilan carbone, ça n'avait pas été spécifié dans la question de tout à l'heure, mais il y a le site des prestataires carbone. Et puis il y a l'association Bilan Carbone. Alors je crois que ça a un peu changé de nom là, récemment. Mais là, vous trouverez toutes les informations à la fois sur le bilan carbone en tant que tel, porté par l'ASSO, et à la fois avec l'ensemble des prestataires au niveau de l'association des prestataires carbone. Je n'ai plus en tête le nom, mais vous trouverez ça très facilement sur Google. Ok.
Et Et puis Grégory, on a deux questions qui se rejoignent. Mm. Est-ce qu'on juge de la pertinence des stratégies climat en amont avant d'octroyer l'aide? Et puis par la suite, est-ce qu'il y a des vérifications sur l'utilisation des dites aides? Voilà. Alors, je vais plutôt parler de la deuxième partie de la question, puisque je ne m'occupe pas des aspects carbone. En gros, ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on apporte une aide, on demande des justificatifs techniques et financiers. Technique, c'est en général un rapport lié à l'opération. Si c'est une étude, c'est l'étude en question. Si c'est de l'investissement, c'est un rapport qui permet de justifier que les investissements ont été réalisés. On a des éléments techniques, voilà, des données techniques typiquement liées aux questions énergétiques ou des tonnages sur les déchets, etc. Et puis des photos ou autres. Et les justificatifs financiers, c'est-à-dire l'ensemble des factures correspondantes au projet en question. Et c'est sur cette base-là que l'on verse les financements. Donc, on juge si l'opération a effectivement été réalisée avant de payer. Est-ce qu'il y a d'autres questions majeures ou sinon on prendra peut-être on va clore peut-être ce webinaire. ouais, je pense que tu peux conclure, Ouais. Alors, Grégory. donc comme je le disais, bon, on revérifiera les questions hein, pour s'assurer qu'on y répond bien ou si on est passé à côté d'une question, on renverra les éléments. Par rapport à ce webinaire, bah, merci d'y avoir participé. Je vois qu'on est encore très nombreux. Pour information, donc c'est un système de webinaire mensuel. Le prochain a lieu le 17 février aux mêmes heures. Et on abordera, je pense que c'est pour le coup particulièrement intéressant, la question quelque part des modèles économiques, de la manière dont les entreprises peuvent se saisir de leurs produits et services, de les faire évoluer, de les vendre, comment elles collaborent. Donc on abordera tous les dispositifs qui peuvent exister, notamment autour de la conception des produits, de leur éco-conception et d'autres dispositifs de ce type. Donc ça, je pense que c'est un webinaire vraiment important. Et j'anticipe d'ores et déjà, vous pouvez inscrire dans vos tablettes, en toute logique, le webinaire suivant, le 31 mars, sur lequel on devrait aborder plutôt la question des déchets des entreprises et des solutions à mettre en œuvre au niveau des TPE-PME. Je vous remercie encore de votre participation. Merci à tous et aux intervenants pour l'ensemble des éclairages et à très bientôt. Bonne journée, au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Merci à Au revoir. vous. Merci, au revoir. Merci Solène, merci Bonne journée à Grégory, tous, au revoir. Alexandra. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci. Solène, ah voilà.